La trouvaille n'avait aucun sens au premier abord. Comment était-il possible qu'un wagon de train se retrouve ici? Une fois qu'il eut jeté un coup d'œil à l'intérieur, il fit une découverte qui devint aussitôt une nouvelle d'importance. L'air marin était vif, et l'équipage accueillit Matt Jansen par des hochements de tête polis. Pour partie découvrir de pourquoi leur équipe trouvait là habituelle, mais il était exactement l'homme dont ils avaient besoin pour la mission à venir. Matt était spécialiste du sonar et plongeur expérimenté, engagé pour tester un nouvel équipement de cartographie sous-marine. Pour Matt, c'était du travail, même s'il appréciait ses missions palpitantes en mer. Mais personne n'aurait pu le préparer à ce qui l'attendait. La mission de Matt consistait à cartographier une section rarement explorée des fonds marins, près d'une fosse côtière. Des semaines de mauvais temps avaient retardé l'opération, et c'était leur première véritable fenêtre. Matt avait passé la matinée à vérifier les câbles et à calibrer des instruments que lui seul connaissait. Et à présent, tout semblait bon sur le papier. Pourtant, l'océan pouvait être un endroit imprévisible. Tout semblait bon sur le papier, mais l'équipement se comportait différemment aux profondeurs qu'il prévoyait d'atteindre. Cette partie du plancher océanique n'avait jamais été vue par un être humain auparavant, alors qui sait ce que Matt allait y trouver. Mais quand Matt atteignit le fond sablonneux, il resta sans voix, balayant instantanément toutes ses convictions sur cet endroit. En fin de matinée, le navire se plaça lentement en position au-dessus du site à explorer. L'équipe descendit, le sonar par-dessus bord tandis que Matt surveillait le flux de données dans une petite salle de contrôle. Il regarda des contours granuleux se former sur l'écran, vallée, crête, lit de vase. Puis quelque chose d'étrange apparut. Une longue forme rectangulaire, posée à plat contre le fond marin, en partie ensevelie dans le sable. Il demanda à la passerelle de ralentir et de repasser sur les coordonnées. La forme réapparut, plus nette cette fois. Elle n'avait la forme d'aucune formation naturelle que Matt avait déjà vue. Elle avait des bords nets et semblait symétrique. Elle était trop longue pour être une caisse de fret standard, et sa taille ne correspondait pas à celle d'une petite épave. De retour sur le pont, l'équipe examina l'image du sonar. Quelqu'un supposa qu'il pouvait s'agir de matériel abandonné d'un ancien projet de pipeline. Mais Matt n'avait aucune trace d'une quelconque présence humaine là-dessous. Le capitaine du navire se pencha sur l'écran et se gratta la tête. « Ce n'est pas normal, dit-il. » Il devint clair que plonger pour aller voir était la seule option restante, alors Matt finit par proposer de descendre lui-même. Vers midi, Matt prépara son équipement tandis que la mer restait calme. Il n'était pas nerveux, seulement concentré. Il avait effectué quantité de plongées de ce genre, inspection de routine, vérification de trous, structures abandonnées. La différence aujourd'hui, c'était le mystère. Tout le monde aimait découvrir quelque chose de nouveau. Avant d'entrer dans l'eau, il vérifia ses lignes de vie, sa radio et ses niveaux d'oxygène. Une fois le feu vert donné, il se glissa dans la mer et entama sa descente. À mesure que Matt descendait, la lumière s'estompait en un vert profond. La visibilité n'était pas excellente, mais sa lampe frontale perçait l'eau juste assez. Il passa de petites formations rocheuses et des plaques de sable lisse. Le profondimètre grimpait tandis que la forme repérée au sonar apparaissait. Ses yeux se plissèrent tandis que Matt ralentissait délibérément le pas pour appréhender son environnement. Et puis elle était là. Matt en fit aussitôt le tour, caméra allumée, pour que l'équipage à la surface puisse aussi voir ce qu'ils voyaient. Ce qu'ils découvrirent alors choqua Matt et l'équipe au-delà du concevable. L'objet rectangulaire au fond de l'océan n'était ni un conteneur ni un vieux pipeline. C'était un wagon de train. Mais qu'est-ce que... Comment est-ce possible? Cria le capitaine du navire sur le pont. Le wagon reposait au fond de l'océan, légèrement incliné, mais la carcasse était en grande partie intacte. Il y avait d'épaisses roues métalliques en dessous et des panneaux couverts de bernacles sur les côtés. La majeure partie de la surface était recouverte de vases, mais la conception était évidente. Matt appela la surface par radio et parla derrière son masque. « Vous voyez ça, les gars? C'est une trouvaille incroyable.
Un numéro estampé dans le métal, près de la ligne du toit, accrocha le faisceau de sa lampe, N713. Sur le pont, quelqu'un plaisanta au sujet d'un train fantôme. Matt ne répondit pas. Il ne le savait pas encore, mais cette plaisanterie était plus proche de la vérité que quiconque ne l'imaginait. Il trouva la seule porte qui n'était pas verrouillée, fit fondre la poignée corrodée avec son chalumeau de découpe, et l'ouvrit. Des bulles filèrent devant son masque. Un trong. L'intérieur était figé dans le temps. Des rangées de sièges rouges décolorés, des fenêtres encore intactes, encore troubles avec l'âge. Une valise attendait sur l'une des chaises, comme si quelqu'un pouvait revenir la chercher. Cela ressemblait à l'un de ces navires fantômes dont les gens parlent à voix basse. Comme ces avions retrouvés entièrement meublés, les bagages encore dans les compartiments, mais vides de tous ceux qui auraient dû s'y trouver. Sauf que ce n'était pas un avion. C'était un train posé au fond de l'océan depuis, on ne sait combien de temps. Quand Matt ouvrit la valise, un chemisier bleu ciel s'en échappa. Et en dessous, quelque chose de plus étrange, un sac plastique scellé, parfaitement sec après des décennies sous l'eau. À l'intérieur se trouvaient des documents, des contrats datés du 12 octobre 1962. Songez-y un instant. Quelqu'un avait préparé ce sac en sachant que l'eau allait venir. Matt ne le savait pas encore, mais cette valise n'était que le début. 20 minutes d'air restantes. Matt poursuivit. À l'extrémité du wagon, une seconde porte menait ailleurs. Des fenêtres condamnées, un lit, des couchettes vides. Ce n'était plus une voiture de passagers. Et boulonnée au mur du fond se trouvait une plaque, un plan de tout le wagon. Mais elle montrait quelque chose que le sonar n'avait jamais capté, une ouverture dans le plancher et une extension cachée descendant droit dans le fond marin en dessous. Ce train n'était pas la découverte. Il cachait quelque chose. Mais quoi? Que pouvait-il bien valoir la peine de cacher là-dessous? La trappe, selon le plan, se trouvait sous les rangées 11 et 12. 15 minutes d'air restantes. Matt trouva les rangées, se baissa, et elle était là, une trappe scellée hermétiquement, intacte depuis on ne sait combien de temps. Il hésita au bord de l'ouverture. Ce qui se trouvait en dessous avait été enfermé pendant des décennies, et dans quelques secondes, il allait le voir. Il l'arracha d'un coup sec. Les bulles explosèrent vers le haut. L'eau de mer glacée se précipita dans ce qui attendait en dessous. Ce qu'il trouva là-dessous allait transformer une découverte étrange en une histoire qui ferait la une des journaux. Une chambre de stockage. 4 combinaisons de plongée dressées contre le mur. Chacune portait un nom cousu, Walt Dewson, Ellis Carr, Ned Bellamy, Ruth S. Green. Ce n'étaient pas des passagers. C'étaient des scientifiques. Un casier tout proche livra des journaux de recherche datés entre 1961 et 1963, des tables de marée, des relevés de température. Des croquis dessinés à la main de créatures des grands fonds. Ce n'avait jamais été un train de transport. Ça avait été une station de recherche cachée, enfouie au fond de l'océan. Un dossier marqué privé portait une signature W. Dewson. Le même nom cousu sur la combinaison à côté de lui. Et au fond du casier, soigneusement enveloppé dans du plastique, se trouvait un dernier objet, un journal de bord. Le manomètre de Matt clignota son avertissement. Moins de 5 minutes d'air restantes. Pas le temps de lire maintenant. Il attrapa le journal de bord et repartit à travers la chambre cachée, remonta par la trappe inondée, retraversa la voiture de passagers. Et sortit par la porte qu'il avait découpée moins d'1 heure plus tôt. Aucun corps, aucune épave, seulement des outils, des vêtements et le silence. Quoi qu'il se fût passé ici, cela n'avait pas été le chaos. Il fit surface, les poumons en feu, et l'équipage le hissa sur le pont. « Ça va ?» se demanda quelqu'un. Matt brandit le journal de bord au lieu de répondre. « J'ai trouvé quelque chose, dit-il enfin. Nous n'étions jamais censés savoir que cet endroit existait. » Une fois sec et la respiration régulière, Matt ouvrit le journal dans la cabine du capitaine, et c'est alors que toute l'histoire se précisa enfin. La première page présentait son auteur, Walt Dewson,
chef d'une petite équipe de scientifiques. Leur mission avait été discrètement enfouie et financée par le gouvernement, étudier quelque chose que le monde ne prendrait pas au sérieux avant des décennies. Le réchauffement climatique, les signatures thermiques, les courants océaniques profonds, la santé même du plancher marin. Relisez cela. Un laboratoire climatique gouvernemental secret, caché à l'intérieur d'un train au fond de l'océan, des décennies avant que quiconque d'autre ne prenne cela au sérieux. Pendant 5 ans, de 1995 au début des années 2000, l'équipe de Dewson vécut là-dessous, utilisant le wagon scellé au-dessus de leur laboratoire comme cafétéria et dortoir. Puis Dewson écrivit « Tout a mal tourné ». Un joint défectueux, pourtant conçu pour durer 10 ans de plus, se rompit pendant le petit déjeuner. L'eau inonda la cabine en quelques secondes. L'équipe atteignit tout juste la trappe avant que la pression ne les écrase. Mais la trappe ne leur donnait que du temps. Pas de nourriture là-dessous, pas d'espace pour dormir, aucun moyen d'attendre que ça passe. Et c'est là que cela empire. Leur bouteille d'oxygène, celle qui alimentait chaque combinaison par des câbles de 20 mètres, avait été endommagée par l'inondation. Leur air s'épuisait déjà. Pas de combinaison, pas d'électricité, aucun moyen d'appeler à l'aide. Il ne restait qu'une seule option, et elle était terrifiante. Matt lut le journal de bord, incrédule. Selon ce livre, Walt Dewson et ses collègues nagèrent jusqu'à la surface avec pour tout équipement les vêtements qu'ils portaient. Ils firent apparemment remonter avec eux un morceau de plancher en bois dur et espérèrent que tout se passerait bien. Chaque membre de l'équipage à bord de l'Orion écouta cette histoire déchirante, les larmes aux yeux. Le mystère de ce qui reposait tout au fond était enfin élucidé, et l'équipage de l'Orion balaya le reste de cette partie de l'océan à l'aide de l'équipement de Matt. Cependant, une question demeurait, et celle-ci ne figurait pas sur la liste officielle. Matt voulait savoir si Walt et son équipe avaient atteint la terre ferme sains et saufs. Lui et l'équipage de l'Orion cherchèrent pendant des semaines dans des bases de données et auprès d'autres organismes gouvernementaux officiels. Ils finirent par obtenir un résultat. Walt Dewson et tous les membres de son équipe s'en étaient sortis vivants et en bonne santé. Ils étaient maintenant rentrés chez eux et menaient une vie saine. Matt fut même autorisé à appeler Walt une fois pour lui apprendre qu'il avait retrouvé leur laboratoire. Ce fut un appel téléphonique émouvant, au cours duquel il salua le courage de cet homme. Il n'y eut pas beaucoup de mots, et l'appel dura à peine 5 minutes, mais c'était tout ce qu'il me fallait. Entendre la voix de cet homme courageux qui avait traversé tout cela et en était ressorti dépasse l'entendement. Je voulais simplement qu'il sache que son nom serait à jamais gravé dans les mémoires.